parfois, ce sont les personnes les plus proches de nous qui nous blessent le plus, non pas avec leurs mots, mais avec leurs doutes. Quand Stéphane Dubois hérita du vieux hangar de son père, sa famille le qualifia de fardeau sans valeur avant même qu'il ne l'ait vu. Le mécanicien veuf se tenait dans le cabinet d'avocat, tenant des clés rouillées qui semblaient plus lourdes que leur poids réel. Son père, Jean, était mort depuis 3 mois, et ce hangar d'aérodrome oublié était tout ce qu'il avait laissé derrière lui. La sœur de Stéphane, Monique, leva les yeux au ciel avec exaspération. Son beau-frère qualifia cela de ferraille. Même son fils adolescent, Léo, secoua la tête avec une déception non dissimulée. Stéphane était fauché, au chômage, et à court d'espoir. Mais quelque chose dans ces clés semblait important, comme le message final d'un père à un fils qui ne l'avait jamais vraiment connu. Ce que Stéphane trouverait à l'intérieur de ce hangar verrouillé changerait tout ce qu'il pensait savoir sur l'échec, la famille et le père qui avaient gardé le plus grand secret de sa vie. Mais choisirait-il l'argent ou honorerait-il un héritage qu'il n'avait jamais compris? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Stéphane Dubois était assis dans sa Renault 4 litres devant le cabinet d'avocat, fixant les clés en laiton dans sa paume. C'étaient de vieilles choses lourdes, noircies par l'âge et la négligence. Le genre de clés qui appartiennent à quelque chose d'important, bien qu'il ne puisse imaginer ce que son père aurait pu juger digne d'être enfermé. L'air matinal portait l'odeur des feuilles d'automne et des bois lointains, lui rappelant des temps meilleurs où sa défunte femme, Sandrine, préparait un café noir avant l'aube, et où ils s'asseyaient sur le porche pour planifier leur journée. Ces matins semblaient appartenir à une autre vie maintenant. Sandrine était partie depuis 2 ans, le cancer l'emportant juste au moment où Léo avait le plus besoin de sa mère. Stéphane avait perdu son emploi au garage du pont 6 mois plus tard, lorsque le fils du propriétaire était revenu de l'université avec de nouvelles idées sur l'efficacité et les coupes salariales. À 52 ans, Stéphane se retrouvait dans une situation qu'il n'avait jamais imaginée, fauché, sans emploi, et voyant sa relation avec son fils de 16 ans s'effriter comme tout le reste dans sa vie. Léo était devenu distant depuis la mort de Sandrine, passant la plupart de son temps enfermé dans sa chambre ou avec des amis dont les parents avaient encore des revenus stables et des familles fonctionnelles. L'avocat, un homme mince nommé Maître Leclerc avec des lunettes à monture métallique, avait été poli mais clairement impatient de clore la succession de Jean Dubois. « Votre père a été très précis au sujet de cette propriété », avait dit Maître Leclerc, faisant glisser les clés sur son bureau en acajou. « Il voulait que vous l'ayez. Bien que je doive dire, Monsieur Dubois, que le terrain ne vaut pas grand-chose. C'est un ancien aérodrome désaffecté près d'un village en Normandie, abandonné depuis les années 70. » Stéphane avait hoché la tête, sans surprise. Son père n'avait jamais été un homme de cadeaux de valeur ou de grands gestes. Jean Dubois était un homme silencieux qui gagnait sa vie en réparant des choses, des radios, des moteurs, tout ce qui était mécanique et que les gens apportaient à son atelier encombré derrière la maison. Il avait servi dans l'armée pendant la guerre froide. Bien qu'il n'en ait jamais parlé, les souvenirs d'enfance de Stéphane de son père étaient remplis du son des outils sur le métal et de l'odeur d'huile de machine, ponctués par de longs silences qui semblaient lourds de pensées inexprimées. Il y a quelques arriérés d'impôts, avait poursuivi Maître Leclerc en feuilletant des papiers. Rien d'excessif, mais vous devrez les régler si vous voulez garder la propriété. Encore des dettes. Stéphane avait failli rire. Il semblait approprié que même le dernier cadeau de son père soit assorti de conditions et d'obligations qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais quelque chose dans les clés l'avait fait hésiter. Ce n'étaient pas des clés ordinaires. Elles étaient substantielles, de style militaire, avec des numéros gravés dans le métal. Le genre de clés qui suggérait que ce qu'elles ouvraient était construit pour durer et destiné à rester fermé. Maintenant assis dans sa 4 litres, le moteur tournant, Stéphane étudiait la photographie militaire délavée qu'il avait trouvée glissée dans l'enveloppe avec les clés. Elle montrait son père jeune homme en uniforme, debout à côté de ce qui ressemblait à un avion, bien que l'arrière-plan soit trop flou pour distinguer les détails. Jean avait l'air sérieux, professionnel, rien à voir avec l'homme fatigué qui avait élevé Stéphane avec une déception tranquille et peu de mots. Son téléphone vibra avec un texto de Monique, sa sœur aînée. Ne gaspille pas d'argent pour les vieilleries de papa. Vends simplement le terrain et passe à autre chose. Monique avait toujours été pratique jusqu'à l'excès. Elle avait fait un bon mariage, vivait dans une belle banlieue et avait des opinions sur les choix de Stéphane qu'elle partageait librement. C'est elle qui avait suggéré que Stéphane était trop émotif au sujet de la mort de leur père,
comme si le deuil avait une date d'expiration que Stéphane avait en quelque sorte dépassée. Mais ce n'était pas le deuil qui poussa Stéphane à empocher les clés et à démarrer sa voiture. C'était autre chose, le sentiment tenace qu'il n'avait jamais vraiment connu son père, et que c'était peut-être sa dernière chance de comprendre l'homme qui avait façonné sa vie autant par son absence que par sa présence. Le trajet jusqu'à l'aérodrome le mena à travers une campagne normande dont il avait oublié l'existence, passant devant des fermes et des forêts qui lui rappelaient des parties de chasse en campagne provençale avec son père quand il était jeune. C'avait été parmi leurs meilleurs moments ensemble, des heures tranquilles dans les bois où le silence de Jean semblait confortable au lieu d'être critique, où Stéphane pouvait presque prétendre qu'ils se comprenaient. L'aérodrome apparut soudainement au détour d'une route, un ensemble de bâtiments vieillis et de pistes fissurées qui témoignaient de décennies de négligence. Le hangar dominait le paysage, une structure massive et incurvée en tôle ondulée qui avait autrefois été argentée, mais qui montrait maintenant des plaques de rouille comme des cicatrices de bataille. Il était plus grand que ce à quoi Stéphane s'était attendu, assez vaste pour abriter des avions commerciaux. Il se gara près des portes du hangar et sortit dans un vent qui portait l'odeur de vieux métal et de pluie lointaine. La propriété semblait abandonnée, mais pas tout à fait vide, comme si elle attendait que quelque chose se produise. Des mauvaises herbes poussaient à travers les fissures du béton et de petits arbres avaient pris racine là où le drainage avait échoué, mais l'infrastructure de base semblait solide. Les portes du hangar étaient sécurisées par une chaîne et plusieurs cadenas, dont un qui correspondait à la clé de style militaire dans la main de Stéphane. En s'approchant, il remarqua des détails qui suggéraient que cet endroit avait été autrefois beaucoup plus sophistiqué qu'une simple installation de stockage. Les portes elles-mêmes étaient renforcées, conçues pour résister à plus que les intempéries. Des panneaux d'avertissement, délavés mais encore lisibles, indiquaient un accès restreint et une propriété gouvernementale. Son père avait possédé une propriété gouvernementale. Cela n'avait aucun sens. Stéphane essaya la première clé, puis la deuxième. La troisième tourna avec un déclic solide qui résonna dans l'air calme. La chaîne tomba avec un cliquetis métallique qui semblait trop fort dans le silence. Les portes du hangar étaient lourdes, nécessitant un effort considérable pour les faire glisser ne serait-ce que de quelques mètres. L'ouverture révéla une obscurité si complète que les yeux de Stéphane eurent besoin de temps pour s'adapter. Quand ils le firent, il vit un espace si vaste qu'il semblait avaler la lumière de l'après-midi qui filtrait par l'ouverture. L'air à l'intérieur était frais et sec, portant des odeurs de polish pour métal et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait identifier, quelque chose qui lui rappelait l'atelier de son père, mais en plus raffiné, plus intentionnel. Alors que ses yeux s'adaptaient davantage, il commença à distinguer des formes dans l'obscurité. De grands objets recouverts de bâches, des établis le long des murs, et des équipements qu'il ne pouvait pas identifier immédiatement. Ses pas résonnaient alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'espace, chaque pas révélant un peu plus de la sophistication inattendue du hangar. Ce n'était pas une installation de stockage ou un bâtiment abandonné. C'était un espace de travail, soigneusement entretenu et délibérément préservé. Sur l'un des établis, Stéphane trouva une lampe de poche qui fonctionnait encore, son faisceau révélant la véritable ampleur de ce que son père lui avait laissé. Le hangar s'étendait beaucoup plus loin qu'il ne l'avait réalisé, et les objets couverts étaient énormes, bien plus grands que des voitures ou des camions. Alors que le faisceau balayait l'espace, il capta quelque chose qui coupa le souffle de Stéphane. Le bord d'une bâche s'était détaché de l'un des grands objets, révélant un aperçu de métal lisse qui brillait malgré des décennies de stockage. Quoi que ce soit sous ces couvertures, cela avait été entretenu avec le genre de soin que son père avait toujours montré pour ses outils les plus précieux. Le téléphone de Stéphane sonna, le nom de Léo apparaissant sur l'écran. « Papa, où es-tu ? Tu devais venir me chercher il y a 1 heure. » Stéphane avait complètement oublié. « Je suis désolé, mon fils. Je suis à la propriété de ton grand-père, l'aérodrome. »« Quoi, papa ? Tu ne t'occupes pas sérieusement des vieilleries de grand-père, n'est-ce pas ? Maman a toujours dit qu'il était un accumulateur. » Sandrine avait dit cela, bien que toujours avec affection. Elle avait compris Jean mieux que quiconque, voyant en quelque sorte au-delà de son silence quelque chose qui méritait patience et gentillesse. « Ce ne sont pas des vieilleries, » dit Stéphane, bien qu'il ne sache pas pourquoi il en était si certain. « Je pense que ton grand-père était impliqué dans quelque chose d'important, quelque chose qu'il ne nous a jamais dit. » Une pause. Puis la voix de Léo, prudente, mais curieuse. « Quel genre d'important ? » Stéphane regarda autour du hangar, les formes couvertes et l'équipement sophistiqué,
les preuves des secrets que son père avait gardés pendant des décennies. Je ne sais pas encore, mais je pense que nous allons le découvrir. Stéphane retourna au hangar 3 jours plus tard avec Léo, une glacière remplie de baguettes jambon fromage, et une curiosité suffisante pour l'emporter sur sa prudence habituelle. Son fils l'avait surpris en demandant à venir. Bien que Léo ait passé la majeure partie du trajet à regarder par la fenêtre avec l'indifférence étudiée d'un adolescent qui avait appris à ne pas attendre grand-chose des projets de son père. « J'espère que ce ne sera pas comme quand tu as essayé de restaurer cette moto, » dit Léo alors qu'ils arrivaient au hangar. « On a passé 2 mois sur ce truc et il n'a jamais démarré. » Stéphane grimaça au souvenir. La moto avait été une autre tentative de se connecter avec son fils, un autre projet qui s'était terminé par de la frustration et de la déception. Mais cela semblait différent. Le hangar contenait des secrets qui avaient été délibérément préservés, pas abandonnés. Les portes massives se révélèrent encore plus difficiles à ouvrir complètement. Il leur fallut tirer tous les 2 ensemble pour les faire reculer assez loin pour laisser entrer une lumière du jour substantielle. Quand ils réussirent enfin, l'espace révélé coupa le souffle de Léo. « Papa, cet endroit est immense. Pourquoi grand-père avait-il besoin de tout cet espace ?» Le hangar s'étendait sur près de 60 mètres de long et au moins 30 mètres de large, avec un toit incurvé qui s'élevait à 12 mètres à son sommet. La structure était clairement de qualité militaire, construite selon des spécifications qui dépassaient de loin tout ce qui était nécessaire pour le stockage d'avions civils. Le sol en béton était lisse et de niveau, marqué de lignes et de symboles peints qui suggéraient une utilisation organisée et intentionnelle, mais ce furent les serrures qui capturèrent l'attention de Stéphane. La serrure originale de la porte du hangar était un mécanisme complexe, différent de tout ce qu'il avait vu. Plusieurs cylindres, un boîtier renforcé, et ce qui semblait être un système à combinaison intégré aux serrures à clé. Ce n'était pas de la quincaillerie destinée à éloigner les intrus occasionnels. C'était une sécurité conçue pour protéger quelque chose de valeur. « Regarde ça, » dit Stéphane, passant ses doigts sur le mécanisme de la serrure. « C'est de la sécurité de qualité militaire. Ton grand-père ne stockait pas seulement du matériel agricole ici. » Le scepticisme de Léo commença à se fissurer alors qu'ils exploraient plus profondément l'espace. Des lampes de travail suspendues le long des murs fonctionnaient encore, révélant un niveau d'organisation et de préservation qui témoignait d'un entretien minutieux pendant de nombreuses années. Des râteliers à outils bordaient les murs, remplis d'instruments de précision. Les établis portaient les marques d'une utilisation régulière, mais étaient impeccablement propres. Et partout, les formes couvertes se dressaient comme des géants endormis. Les plus grands objets étaient positionnés au centre du hangar. 2 formes massives sous de lourdes bâches en toile qui avaient été fixées avec une précision militaire. Des articles couverts plus petits remplissaient l'espace restant, de l'équipement, des machines et des conteneurs de stockage qui suggéraient que cela avait été un atelier actif plutôt qu'un simple entrepôt. Stéphane s'approcha de la grande bâche la plus proche avec une excitation et une appréhension croissante. La couverture était maintenue par des dizaines d'attaches et semblait avoir été disposée pour protéger ce qui se trouvait en dessous de décennies de poussière et d'humidité. Alors qu'il commençait à défaire les coins, Léo se mit à l'aider. « Fais attention, » dit Stéphane. « Nous ne savons pas à quel point cela pourrait être délicat. » Ils travaillèrent lentement, méthodiquement, enlevant la lourde toile pour révéler des aperçus de ce qui se trouvait en dessous. La première chose que Stéphane vit fut du métal, non pas la surface peinte rugueuse du matériel agricole ou des automobiles, mais de l'aluminium lisse, précisément usiné, qui brillait malgré les années de stockage. À mesure que la bâche se retirait, des formes commencèrent à émerger qui n'avaient aucun sens pour un avion civil. Le nez était élégant, presque prédateur, avec des prises d'air positionnées de manière à suggérer la vitesse et une aérodynamique sophistiquée. Ce n'était pas un avion d'épandage ou un petit avion de passagers. C'était quelque chose conçu pour la performance. « Papa, » murmura Léo, « qu'est-ce que c'est ?» Stéphane ne put répondre car il ne savait pas. L'avion, et c'était clairement un avion, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu en personne. Il ressemblait à des jets militaires qu'il avait aperçus dans des magazines ou des documentaires, mais le design était à la fois familier et complètement étranger. Les proportions étaient élégantes, fonctionnelles, suggérant une ingénierie qui privilégiait la fonction à l'apparence tout en réalisant quelque chose de beau. Ils continuèrent à découvrir jusqu'à ce que toute la section du nez soit visible. Des numéros au pochoir sur le fuselage indiquaient « XJ-47 à Nightor 1,
suivi d'un texte plus petit qui incluait « autant » et une série de codes de classification qui ne signifiaient rien pour Stéphane, mais tout pour son sentiment croissant qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'important. La verrière du cockpit était intacte, offrant une vue sur un intérieur qui semblait bien plus sophistiqué que tout ce à quoi Stéphane s'était attendu. Le tableau de bord était complexe, rempli de jauges et d'interrupteurs qui suggéraient des capacités allant au-delà du simple vol. Cet avion avait été conçu pour des missions qui nécessitaient précision, furtivité et technologie avancée. « Nous devons nous arrêter », dit soudain Stéphane, reculant de l'avion partiellement découvert. « Nous devons réfléchir à cela. »« Qu'est-ce que tu veux dire, arrêter ?»« Papa, c'est incroyable. Grand-père avait un jet militaire caché ici. Sais-tu ce que cela signifie ?» Stéphane savait exactement ce que cela signifiait. Et c'était le problème. Les avions militaires n'étaient pas le genre de choses que les civils possédaient légalement. Si Jean avait ce jet, il y avait une histoire derrière. Probablement une histoire compliquée qui impliquait des gouvernements, des réglementations et des questions auxquelles Stéphane n'était pas prêt à répondre. Mais en regardant le visage de son fils, illuminé d'une excitation authentique pour la première fois depuis des mois, Stéphane réalisa qu'il ne pouvait pas abandonner. Léo sortait déjà son téléphone, prenant des photos, posant des questions sur les spécifications et l'histoire. L'adolescent maussade avait été remplacé par un jeune homme engagé dans quelque chose qui comptait. « Recouvrons-le pour l'instant », dit Stéphane. « Mais nous reviendrons demain avec de meilleures lumières et plus de temps. » Ils passèrent l'heure suivante à remettre soigneusement la bâche et à la fixer correctement. Pendant qu'ils travaillaient, l'esprit de Stéphane tournait à plein régime avec des possibilités et des préoccupations. Le mécanisme de la serrure prenait soudain tout son sens si Jean avait caché des avions militaires. Il aurait eu besoin d'une sécurité capable de résister à des décennies de curiosité et d'enquête. Mais comment son père était-il entré en possession de quelque chose comme ça? Jean avait été technicien en électronique dans l'armée de l'air, pas pilote ni officier. Il avait servi pendant la guerre froide, mais n'avait jamais parlé de travail classifié ou de mission spéciale. Après sa démobilisation, il avait travaillé comme contractant civil pendant quelques années avant de s'installer dans la vie tranquille d'un réparateur de petite ville. Du moins, c'est ce que Stéphane avait toujours cru. Sur le chemin du retour, Léo le bombarda de questions. « Penses-tu qu'il y a d'autres avions là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a sous les autres bâches? Pourquoi grand-père cacherait-il quelque chose comme ça? Est-ce légal pour nous de l'avoir? » Stéphane n'avait pas de réponse, mais il promit qu'ils les trouveraient ensemble. Pour la première fois depuis la mort de Sandrine, il avait quelque chose qui le reliait à son fils, un mystère qui leur appartenait à tous les deux. Hérité d'un homme qui avait apparemment gardé les parties les plus importantes de sa vie cachées à tout le monde. Ce soir-là, Stéphane s'assit dans sa petite cuisine de campagne avec un café noir et les quelques papiers personnels de son père, cherchant des indices qu'il avait manqués lors du premier tri après les funérailles. La plupart étaient banals, police d'assurance, factures de services publics, reçus d'achat d'équipements. Mais, glissé entre les pages d'un manuel de réparation, il trouva quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. C'était une lettre dactylographiée sur du papier à en-tête officielle, mais avec le nom de l'organisation soigneusement masqué. Le texte visible était fragmentaire, « Les actifs du projet Nighthawk restent sous votre garde en attendant une résolution finale. Compris que la divulgation sans autorisation. Reconnaissant de votre discrétion continue concernant les applications humanitaires. » La lettre était datée d'il y a 15 ans et signée d'une signature illisible au-dessus d'un titre qui avait également été expurgé. Stéphane l'a lu 3 fois avant que les implications ne commencent à se faire jour. Son père n'avait pas volé de matériel militaire ni trouvé de l'équipement abandonné. On lui avait confié quelque chose, on lui avait assigné la tâche de le protéger, une responsabilité qui avait duré des décennies au-delà de son service officiel. Mais pourquoi le cacher à sa famille? Pourquoi mourir sans expliquer ce qu'il gardait ou pourquoi c'était important? Les questions suivirent Stéphane dans un sommeil agité où il rêva de son père travaillant seul dans le vaste hangar, entretenant des avions qui ne pouvaient officiellement pas exister. Portant des secrets qu'il avait isolés du fils qui n'avait jamais compris son silence. Quand il se réveilla avant l'aube, Stéphane sut 2 choses avec une certitude absolue. Il retournait au hangar, et cette fois, il allait découvrir tout ce que son père avait caché. Les clés semblaient différentes dans sa main maintenant, non pas comme un fardeau ou une déception, mais comme une clé pour comprendre l'homme qu'il avait élevé avec une distance si prudente. Jean Dubois avait protégé quelque chose d'assez important pour sacrifier sa relation avec sa famille.
Stéphane avait l'intention de découvrir ce que c'était, et pourquoi son père lui avait fait confiance pour hériter de la responsabilité. Les outils de l'atelier furent ce qui convainquit Stéphane que son père avait été bien plus qu'un simple réparateur. Disposé avec une précision militaire le long d'établis sur mesure, il représentait des décennies d'expertise accumulée et un investissement significatif. Ce n'étaient pas les outils à main de base d'un mécanicien de petite ville. C'étaient des instruments de précision conçus pour l'ingénierie aérospatiale. Des pieds à coulisses numériques précis au millième de pouce côtoyaient des clés dynamométriques calibrées pour les spécifications aéronautiques. Des jauges spécialisées pour mesurer la pression hydraulique et la continuité électrique remplissaient des tiroirs organisés avec le genre de soins systématiques qui témoignaient d'une formation professionnelle. Le plus révélateur étaient les manuels de référence, d'épais volumes techniques couvrant les systèmes de propulsion avancés, l'avionique et la dynamique de vol, des sujets bien au-delà de tout ce que le parcours professionnel officiel de Jean aurait dû exiger. Stéphane passa ses doigts sur un jeu de micromètre qui coûtait probablement plus que ce qu'il avait gagné en un mois au garage du pont. Ces outils avaient été utilisés régulièrement et entretenus parfaitement, leur surface montrant les douces marques d'usure de mains expertes effectuant un travail délicat. Grand-père était en gros un ingénieur aérospatial, dit Léo en photographiant un appareil de test électrique complexe. Regarde ce matériel, papa. C'est du niveau de la NASA. Il travaillait sans relâche depuis le début de la matinée, dégageant les débris et cataloguant la zone de l'atelier qui occupait près d'un quart de l'espace du hangar. Chaque découverte ajoutait une nouvelle couche au mystère de la vie cachée de Jean. Des tubes à plomb contenaient des schémas détaillés pour les systèmes d'aéronefs. Des classeurs contenaient des registres de maintenance remontant à des décennies, écrits de la main soignée de Jean et documentant le travail sur des avions désignés uniquement par des numéros de projet et des noms de code. Les registres de maintenance révélaient un schéma d'activité régulière qui s'était poursuivi jusqu'à quelques mois seulement avant la mort de Jean. Quoi qu'il y ait sous ces bâches, il s'en était occupé constamment, vérifiant les systèmes, remplaçant les composants, s'assurant que tout restait en parfait état de fonctionnement. « Regarde cette entrée », dit Stéphane en lisant un carnet de bord daté de 6 mois plus tôt. Vérification mensuelle du système hydraulique terminée. Aucune fuite détectée. Système de carburant purgé et scellé. Avionique mise sous tension pour vérification des systèmes, tout est au vert. Il les gardait prêts à voler, réalisa Léo. Mais pourquoi, s'ils sont justes pour l'exposition ou la préservation historique, pourquoi les entretenir comme s'ils pouvaient avoir besoin de voler? Cette question taraudait Stéphane depuis le matin. Le niveau de soins et de dépenses impliqués dans l'entretien d'avions aux normes opérationnelles était énorme. Le modeste revenu de Jean en tant que propriétaire d'un atelier de réparation n'aurait pas pu soutenir ce genre d'opération sans financement ou soutien externe. Ils trouvèrent une partie de la réponse dans un classeur verrouillé que Stéphane ouvrit avec une autre clé de son héritage. À l'intérieur se trouvaient des contrats et de la correspondance avec des entreprises aérospatiales, des contractants gouvernementaux et des fournisseurs militaires. Jean n'avait pas seulement entretenu les avions, il avait documenté leur état et leur capacité pour quelqu'un d'autre, déposant des rapports réguliers qui parlaient d'évaluation continue. Les documents les plus intrigants étaient des bons de commande pour des pièces de rechange et des matériaux spécialisés, tous payés par des comptes qui remontaient à des contractants de la défense au nom délibérément vague. Quelqu'un avait financé le travail de Jean, s'assurant qu'il avait tout le nécessaire pour maintenir les avions en parfait état. « Papa, tu dois voir ça », appela Léo de l'autre côté de l'atelier. Il avait trouvé un petit bureau niché derrière l'établi principal, complet avec un bureau, un système de classement, et ce qui semblait être un centre de communication. Une installation de radio à ondes courtes occupait la majeure partie d'un mur, avec des antennes et des guides de fréquence qui suggéraient un contact régulier avec des parties inconnues. Sur le bureau, disposé comme si Jean venait de s'absenter, se trouvaient des journaux techniques remplis de notes et de calculs. L'écriture était celle de son père, mais le contenu était bien au-delà de tout ce que Stéphane avait associé à l'homme silencieux qui réparait les appareils des voisins et évitait les conversations sur son passé. Les journaux détaillaient des modifications et des améliorations des systèmes d'aéronefs, des discussions théoriques sur les caractéristiques de vol dans diverses conditions, et des spéculations sur les applications pour des missions humanitaires. Jean n'avais pas seulement entretenu l'équipement de quelqu'un d'autre, il avait activement conçu des améliorations et des adaptations. « Écoute ça », dit Stéphane en lisant un des journaux. Système de carburant modifié permettant des opérations à longue portée dans des zones reculées où les chaînes d'approvisionnement conventionnelles ne sont pas disponibles. Applications potentielles, secours en cas de catastrophe, évacuation médicale et livraison de fournitures à des populations isolées.
Missions humanitaires, répéta Léo. Donc, ce ne sont pas des armes. Peut-être pas à l'origine, mais des avions conçus pour se rendre rapidement et discrètement dans des zones reculées pourraient probablement être adaptés à d'autres fins aussi. Les implications commençaient à submerger Stéphane. Son père n'avait pas seulement caché des avions, il avait fait partie d'un programme en cours qui impliquait une technologie avancée avec des applications à la fois humanitaires et potentiellement militaires. Le secret, la sécurité, les décennies d'entretien minutieux, tout indiquait quelque chose de bien plus grand qu'un simple héritage. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. Le nom de Monique apparut sur l'écran. Stéphane, j'ai réfléchi à la propriété de papa. Peut-être que tu devrais la faire expertiser avant de perdre du temps à la nettoyer. Il pourrait y avoir des problèmes environnementaux ou structurels. Tout va bien, Monique. Mieux que bien, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Stéphane regarda autour de l'atelier sophistiqué, son fils photographiant des équipements valant plus que la plupart des maisons, les preuves de l'expertise cachée de son père et de ses responsabilités continues. Je veux dire que papa n'était pas le simple réparateur que nous pensions. Cet endroit est plein d'équipements de pointe et de matériaux techniques. Je pense qu'il était impliqué dans une sorte de contrat gouvernemental. Silence à l'autre bout du fil. Puis, Stéphane, tu ne te laisses pas emporter par des fantasmes, n'est-ce pas? Papa réparait des radios et des tondeuses à gazon. Ce n'était pas un agent secret. Mais Stéphane regardait des instruments de mesure de précision valant des milliers d'euros, des manuels techniques classifiés au-dessus de son habilitation de sécurité, des registres de maintenance documentant le travail sur des avions qui n'étaient pas censés exister. La preuve était écrasante et indéniable. Monique, j'ai besoin que tu me fasses confiance sur ce coup. Viens voir par toi-même si tu ne me crois pas. Je ne vais pas faire 60 km pour voir les vieilleries de papa, Stéphane. Vends ce que tu peux et passe à autre chose. Après qu'elle eut raccroché, Stéphane réalisa que l'attitude méprisante de sa famille était probablement exactement ce sur quoi Jean avait compté. Qui chercherait des secrets militaires dans la propriété héritée d'un réparateur de petite ville? Qui croirait que l'homme silencieux qui avait réparé leurs appareils s'était vu confier des avions valant des millions d'euros? La cachette parfaite avait été à la vue de tous depuis le début, protégée non pas par des systèmes de sécurité élaborés, mais par la supposition que Jean Dubois n'avait jamais été assez important pour garder quoi que ce soit de significatif. Alors que les ombres de l'après-midi commençaient à s'allonger sur le sol du hangar, Stéphane et Léo sécurisèrent la zone de l'atelier et se préparèrent à partir. Ils en avaient assez appris pour un jour, assez découvert pour savoir que demain apporterait encore plus de révélations. « Papa » dit Léo alors qu'il marchait vers la voiture. « Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ?» Stéphane regarda en arrière vers le hangar, ce bâtiment qui s'était transformé de fardeau en mystère puisant responsabilité en moins d'une semaine. « Nous allons découvrir ce que ton grand-père protégeait, et ensuite nous déciderons si nous sommes dignes de le protéger à notre tour. » Le fragment de document classifié changea tout. Stéphane le trouva coincé à l'intérieur de la boîte à outils principale de Jean, brûlé sur les bords comme si quelqu'un avait essayé de le détruire, mais n'avait pas pu aller jusqu'au bout. L'entête de l'OTAN était reconnaissable, et le texte partiel qui restait lisible fit trembler les mains de Stéphane alors qu'il le lisait. Projet classifié Nighthawk n'apparaissait qu'en haut, suivi de fragments de texte. Aéronefs prototypes désignés XJ-47A et XJ-47B doivent rester sous la garde du sergent-chef technicien Jean Dubois, retraité. Paramètres de mission humanitaire. Sensibilité politique nécessite un report indéfini du déploiement opérationnel. Les actifs doivent être maintenus en état de préparation en attente d'autorisation future. Le document était daté d'il y a 37 ans, juste 2 ans après la démobilisation de Jean du service actif. Quel que soit le projet Nighthawk, son père s'était vu confier ses actifs les plus sensibles pendant près de 4 décennies. Léo se pencha par-dessus son épaule, lisant les fragments. Papa, c'est énorme. Grand-père gardait des avions militaires classifiés pour le gouvernement. Ancien gouvernement, corrigea Stéphane, bien qu'il ne soit pas sûr que la distinction importe. Ce projet était censé être annulé, mais ils lui ont laissé les avions au lieu de les détruire. Ils passèrent le reste de la journée à faire des recherches en ligne sur le projet Nighthawk, mais ne trouvèrent presque rien. Quelques références dans des documents déclassifiés mentionnaient des programmes d'avions expérimentaux des années 1980, mais les détails étaient soit expurgés, soit entièrement manquants. Les forums d'aviation contenaient des spéculations sur des projets classifiés de l'OTAN,
mais aucune information concrète sur des avions correspondant aux désignations qu'ils avaient trouvées. Le silence était révélateur. Les projets qui avaient été réellement annulés laissaient généralement des traces écrites, des analyses historiques, voire des théories du complot. Le projet Nighthawk avait été effacé si minutieusement qu'il existait à peine dans les archives publiques. Ce soir-là, Stéphane appela le docteur Hélène Moreau, une historienne de l'aviation à l'université de province, dont il avait trouvé le nom dans la liste de contacts de Jean. Son numéro de téléphone avait été écrit de l'écriture soignée de son père sur un morceau de papier glissé à l'intérieur de l'un des manuels techniques. Docteur Moreau? Je m'appelle Stéphane Dubois. Je pense que vous connaissiez mon père, Jean. Une longue pause, puis prudemment, Jean est décédé récemment, n'est-ce pas? J'ai été navré d'apprendre ça. Vous le connaissiez? Nous correspondions occasionnellement au sujet de projets d'aviation historique. Il était très compétent sur le développement des avions de l'époque de la guerre froide. Comment puis-je vous aider? Stéphane hésita, ne sachant pas quoi révéler. J'ai hérité d'une propriété de lui. Un ancien aérodrome avec des avions que je pense être d'une grande importance historique. J'espérais que vous pourriez m'aider à comprendre à quoi j'ai affaire. Une autre pause. Plus longue cette fois. Monsieur Dubois, pourriez-vous décrire ces avions? Des jets bimoteurs d'environ 12 mètres de long avec des marquages mentionnant le projet Nighthawk et des codes de classification de l'OTAN. Le silence qui suivit s'étira si longtemps que Stéphane se demanda si l'appel avait été coupé. Finalement, le docteur Moreau parla, sa voix soigneusement contrôlée. Monsieur Dubois, je pense que nous devons nous rencontrer en personne. Êtes-vous disponible demain après-midi? Quand elle arriva au hangar le lendemain, le docteur Moreau était une femme petite et intense d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et des yeux vifs qui ne manquaient rien. Elle examina l'avion partiellement découvert avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'elle voyait. Ce sont des XJ-47 Nighthawks, dit-elle finalement. J'ai passé 20 ans à faire des recherches sur ce programme. La plupart des experts pensent que tous les prototypes ont été détruits lorsque le projet a été annulé. Mais ils ne l'ont pas été, dit Léo. De toute évidence. Elle fit le tour de l'avion, notant des détails et prenant des mesures précises. Votre grand-père a été chargé de préserver ce qui pourrait être les seuls exemplaires survivants de l'un des concepts d'avions les plus avancés de l'ère de la guerre froide. Stéphane ressentit un mélange de fierté et de responsabilité écrasante. Pourquoi était-il conçu officiellement? Le déploiement rapide d'aide humanitaire dans des zones reculées ou hostiles. La conception privilégiait la vitesse, la furtivité et la capacité d'opérer à partir d'infrastructures minimales. Il pouvait livrer des fournitures médicales, de la nourriture ou du personnel dans des zones sinistrées que les avions conventionnels ne pouvaient pas atteindre en toute sécurité. Et officieusement? Le docteur Moreau croisa son regard. Les mêmes capacités qui rendent un avion parfait pour les missions humanitaires le rendent également précieux pour la collecte de renseignements, les opérations spéciales ou les transports de ravitaillement secrets. Le projet a été annulé parce que certains dirigeants politiques s'inquiétaient de la façon dont les avions pourraient être utilisés s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Alors ils les ont donnés à mon père au lieu de les détruire. Votre père était l'ingénieur en chef de la maintenance du projet. Il comprenait ces avions mieux que quiconque, et il avait une habilitation de sécurité qui lui permettait de se voir confier des matériaux classifiés. Lorsque la décision politique d'annuler le programme a été prise, quelqu'un de haut placé a choisi la préservation plutôt que la destruction. Le poids de l'héritage se fit soudain beaucoup plus lourd. Stéphane n'était pas seulement le propriétaire d'avions de valeur, il était le gardien d'un morceau de l'histoire de l'aviation que des personnes puissantes avaient voulu effacer. Quelle est ma position légale ici? Demanda-t-il. Le gouvernement peut-il simplement les reprendre? C'est compliqué. Les documents d'annulation que j'ai vus suggèrent que les avions ont été transférés à une garde civile avec des conditions spécifiques, mais ces conditions étaient classifiées, et je ne sais pas ce qu'elles impliquaient. Au cours de la semaine suivante, Stéphane se retrouva à partager son temps entre le hangar et des conversations de plus en plus anxieuses avec les membres de sa famille qui avaient appris la découverte. Monique était venue voir les avions par elle-même et était rentrée chez elle secouée, comprenant soudain que son attitude méprisante avait peut-être été prématurée. Stéphane, ces choses pourraient valoir des millions, avait-elle dit. Tu as besoin d'avocats. Tu as besoin d'experts. Tu dois être très prudent avec qui tu fais confiance. Mais Stéphane commençait à réaliser que la confiance de son père avait été l'héritage le plus précieux de tous.
Jean avait choisi son fils comme prochain gardien du projet Nighthawk, pariant que Stéphane prendrait les bonnes décisions concernant des avions qui représentaient à la fois une réussite technologique et une complexité morale. La question était de savoir si Stéphane était digne de cette confiance, et ce que les bonnes décisions pourraient réellement signifier. La radio de communication militaire crépita à 3 heures du matin, remplissant le hangar silencieux de transmissions codées qui glacèrent le sang de Stéphane. Il passait de plus en plus de nuits dans le hangar, en partie pour la sécurité, et en partie parce qu'il se sentait plus proche de comprendre son père dans cet espace où Jean avait passé des décennies à travailler en secret. La radio était un équipement impressionnant intégré à une console qui suggérait une utilisation régulière plutôt qu'une sauvegarde d'urgence, plusieurs bandes de fréquences, des capacités de cryptage et des réseaux d'antennes que Stéphane n'avait pas remarqués pendant la journée. Quand les transmissions commencèrent, les voix étaient professionnelles, sèches, utilisant une terminologie qui semblait actuelle plutôt qu'historique. Base Nighthawk, ici contrôle 7. Rapport de situation demandé sur les actifs sous garde. Stéphane se précipita pour trouver les commandes de la radio, ne sachant pas s'il devait répondre ou simplement écouter. La voix continua après une pause. Base Nighthawk, contrôle 7. Accusé réception. Le protocole de transmission exige une confirmation mensuelle de la situation. La prise de conscience le frappa comme une douche froide. Ces transmissions n'étaient pas des enregistrements historiques ou des communications militaires aléatoires. Quelqu'un surveillait activement le hangar, attendant une communication régulière de Jean, probablement ignorant que le vieil ingénieur était mort il y a 3 mois. Stéphane trouva le journal de bord radio de son père, des pages d'entrée soignées documentant des appels mensuels avec diverses désignations de contrôle. L'entrée la plus récente était datée de quelques semaines seulement avant la mort de Jean. Contrôle 7 contacté. Tous les actifs sécurisés et entretenus. Aucun changement d'état ou de situation. Il actionna le microphone avec des mains tremblantes. Contrôle 7. Ici. Ici base Nighthawk. Jean Dubois est décédé récemment. C'est son fils, Stéphane. Le silence s'étira assez longtemps pour que Stéphane se demande s'il avait commis une terrible erreur. Puis, compris, base Nighthawk. Attendez de nouvelles instructions. La radio se tut, laissant Stéphane seul avec les implications de ce qui venait de se passer. La mort de son père avait apparemment perturbé une opération en cours que quelqu'un considérait assez importante pour la surveiller régulièrement. Dans quelques heures, Stéphane soupçonnait qu'il y aurait des visiteurs, peut-être amicaux, peut-être pas. Le docteur Moreau arriva le lendemain matin avec du café et des nouvelles sombres. J'ai fait des recherches plus approfondies sur le projet Nighthawk, dit-elle en s'installant sur une chaise pliante que Stéphane avait apportée pour leur réunion. Le programme était plus controversé que je ne le pensais au départ. Elle étala des documents photocopiés sur un établi, des pages d'audition du Congrès et d'analyse du budget militaire qui peignaient un tableau de guerre bureaucratique et de manœuvres politiques. Les avions ont été conçus pour des missions humanitaires, comme je vous l'ai dit. Mais la même technologie pouvait être facilement adaptée à la collecte de renseignements ou à des opérations secrètes. Lorsque certains sénateurs ont appris le potentiel à double usage, ils ont exigé que le programme soit terminé et que tous les actifs soient détruits. Mais papa les a gardés à la place. Votre père a été pris au milieu d'un combat entre des gens qui voulaient que les avions soient préservés pour un usage humanitaire légitime et d'autres qui voulaient les éliminer pour empêcher une mauvaise utilisation potentielle. Quelqu'un avec une autorité significative a décidé que la préservation non officielle était préférable à la destruction. Stéphane étudia les documents, voyant la situation de son père avec une nouvelle clarté. J'en avais pas caché des biens volés. Il avait protégé des avions de l'opportunisme politique, préservant une technologie qui pourrait sauver des vies si elle était utilisée correctement. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Stéphane. Pourquoi ont-ils cessé le contact régulier après la mort de papa? Je soupçonne qu'il y a des gens qui attendaient ce moment, attendant que Jean décède pour pouvoir récupérer les avions sans avoir à reconnaître officiellement le programme de préservation. Comme invoqué par leur conversation, le son de véhicules approchant résonna à travers l'aérodrome vide. Stéphane regarda par les portes du hangar pour voir un convoi de VUS noirs se garer près de l'entrée. Des hommes en costume sombre en sortirent, ainsi qu'une femme portant une mallette qui marchait avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'elle voulait. « Docteur Moreau », dit doucement Stéphane. « Je pense que nous sommes sur le point de rencontrer certains de ces gens. » La femme s'approcha la première, tendant une main avec une efficacité professionnelle. « Monsieur Dubois, je suis l'agente Valérie Perrin,
du ministère de la Défense. Nous devons discuter des arrangements de garde de votre père. Elle était plus jeune que ce à quoi Stéphane s'était attendu, probablement dans la quarantaine, avec des cheveux blonds courts et des yeux qui évaluaient tout ce qu'il voyait. Sa poignée de main était ferme, sa manière directe, mais pas hostile. « Je n'étais pas au courant que mon père avait des arrangements de garde avec qui que ce soit, » dit Stéphane. « Monsieur Dubois, votre père s'est vu confier des actifs qui appartiennent au gouvernement français. Sa mort met fin à cette relation de garde et exige le transfert de ces actifs à du personnel autorisé. » Le docteur Moreau s'avança. « Agent de Perrin, je suis le docteur Hélène Moreau, du département d'histoire de l'aviation de l'université. Connaissez-vous la documentation légale entourant l'annulation du projet Nighthawk ?» Quelque chose vacilla dans l'expression de l'agent de Perrin, surprise, reconnaissance ou calcul. « Docteur Moreau, c'est une question de sécurité nationale qui ne nécessite pas de consultation académique. En fait, si. Les avions dans ce hangar représentent l'un des efforts de préservation de l'aviation les plus importants des 50 dernières années. Ils ont une valeur historique immense qui transcende leurs applications militaires originales. » Stéphane regarda l'échange avec une compréhension croissante. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer des biens du gouvernement. Il s'agissait de visions concurrentes de ce que les avions représentaient et de la façon dont ils devraient être utilisés. « Agent de Perrin, » dit Stéphane, « j'aimerais comprendre ma position légale avant de discuter de tout transfert. Mon père a entretenu ces avions pendant des décennies, apparemment avec une sanction officielle. Je les ai hérités avec la propriété et toutes les responsabilités associées. Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez ni l'habilitation de sécurité ni l'expertise technique pour entretenir des actifs militaires classifiés. Peut-être pas, mais j'ai les titres de propriété légaux et 37 ans de registre de maintenance qui suggèrent que cet arrangement était destiné à être permanent. » Le sang-froid professionnel de l'agent de Perrin vacilla légèrement. « Vous avez des titres de propriété ?» Stéphane produisit les documents qu'il avait trouvés dans le dossier de Jean, des transferts de titres, des accords de garde et des lettres qui, bien que fortement expurgées, établissaient clairement les droits légaux de Jean sur les avions et la propriété. « Votre père était censé détruire ces avions en 1987, » dit l'agent de Perrin, parcourant les papiers avec une frustration évidente. L'arrangement de préservation n'a jamais été officiellement autorisé. Alors pourquoi quelqu'un a-t-il continué à payer pour les pièces et la maintenance pendant 37 ans ? Demanda Léo, produisant les registres financiers qu'ils avaient découverts. La question resta en suspens dans l'air comme un défi. L'agent de Perrin regarda la documentation financière, les preuves historiques du docteur Moreau, l'expression déterminée de Stéphane et sembla réaliser qu'une simple récupération d'actifs n'allait pas être possible. « Monsieur Dubois. Ces avions représentent une technologie de pointe qui pourrait être dangereuse entre des mains civiles. Indépendamment des complexités juridiques, la sécurité nationale exige une surveillance appropriée. » Stéphane sentit le poids de la confiance de son père, la responsabilité que Jean avait portée seul pendant des décennies. La réponse facile serait de tout remettre au gouvernement, de partir avec la compensation qu'ils offriraient et de retourner à sa simple vie de chômage et de déception familiale. Mais en regardant l'expression engagée de Léo, l'excitation savante du docteur Moreau, les preuves du dévouement de toute une vie de son père à préserver quelque chose d'important, Stéphane sut qu'il ne pouvait pas prendre le chemin facile. « Agent de Perrin, j'apprécie vos préoccupations en matière de sécurité. Mais ces avions ont été entretenus en toute sécurité entre des mains civiles pendant près de 4 décennies. Je pense que nous devons discuter de la manière dont cet arrangement peut continuer plutôt que de la manière de le terminer. » Le journal personnel de Jean révéla un homme tourmenté par sa conscience et soutenu par un but. Stéphane le trouva caché dans un faux fond du bureau de son père, relié en cuir usé et rempli d'une écriture qui devenait de plus en plus tremblante au fil des décennies, mais ne perdait jamais sa précision soignée. Les premières entrées, datant de l'annulation du projet, révélaient l'angoisse de Jean face aux ordres de détruire des avions qu'il croyait pouvoir sauver des vies. Reçu la directive finale aujourd'hui, lisait une entrée. Tous les actifs Nighthawk doivent être démantelés et les matériaux éliminés selon les protocoles standards. Je ne peux me résoudre à détruire ce que nous avons construit. Ces avions pourraient livrer des médicaments à des endroits qu'aucun autre avion ne peut atteindre. Ils pourraient évacuer les blessés des zones sinistrées. Comment concilier le devoir et la conscience ? Des entrées ultérieures montraient comment Jean avait négocié un arrangement de préservation non officiel avec des responsables sympathiques qui partageaient sa vision du potentiel humanitaire des avions. La conspiration, si on pouvait l'appeler ainsi,
impliquait des officiers de carrière qui croyaient que l'annulation politique était à courte vue et des ingénieurs en aviation qui ne pouvaient supporter de voir une technologie de pointe gaspillée pour des raisons bureaucratiques. Le colonel Laval comprend le dilemme, avait écrit Jean. Les avions seront préservés sous garde civile, maintenus aux normes opérationnelles, documentés à des fins historiques. Si le climat politique change, ou si un besoin humanitaire authentique se présente, ils peuvent être réactivés rapidement. Stéphane lut ces mots 2 fois, comprenant enfin pourquoi son père avait semblé distant pendant son enfance. Jean portait un secret qui affectait la sécurité nationale, les relations internationales et la vie de personnes qui pourraient un jour avoir besoin des avions qu'il protégeait. Le poids de cette responsabilité avait façonné chaque aspect de sa vie. Léo découvrit les entrées les plus révélatrices pendant que Stéphane préparait le déjeuner sur un réchaud de camping qu'ils avaient apporté au hangar. La voix de son fils était basse quand il appela son père. « Papa, écoute ça. » C'est d'il y a 15 ans. Léo lut attentivement. Stéphane a obtenu son diplôme de l'école technique aujourd'hui. Je voulais lui dire à quel point je suis fier, mais comment expliquer que j'ai passé toute sa vie à protéger des avions dont il ne pourra jamais connaître l'existence? Comment combler la distance que le secret a créée entre nous? Il pense que je suis déçu de lui, mais la vérité est que j'ai peur qu'il hérite de ce fardeau avant d'être prêt à le comprendre. Les mots frappèrent Stéphane comme un coup physique. Toutes ces années à se sentir inadéquat, à sentir la déception de son père, à lutter pour se connecter avec un homme qui semblait perpétuellement préoccupé. Tout avait été à propos de ça. La distance de Jean n'avait pas été de la désapprobation. C'était de la protection. Il y a plus, dit doucement Léo. De l'année dernière. La femme de Stéphane est morte aujourd'hui. Je veux réconforter mon fils, mais je ne sais pas comment sans expliquer pourquoi j'ai été absent de sa vie. Les avions ont été ma responsabilité pendant 35 ans. Mais Stéphane a toujours été ma priorité. Quand je serai parti, il héritera à la fois du fardeau et de l'opportunité de choisir différemment de moi. Stéphane dut sortir du hangar pour se ressaisir. L'air d'automne était vif, portant l'odeur des feuilles brûlées et de la pluie lointaine. Il se tenait là, regardant les pistes abandonnées où son père avait travaillé en secret pendant des décennies, entretenant des avions qui représentaient l'espoir de missions humanitaires qui ne seraient peut-être jamais autorisées. Le docteur Moreau le trouva là, arrivé avec plus de documentation historique et un thermos de café. « Comment gérez-vous tout ça ?» demanda-t-elle. « J'ai passé 40 ans à penser que mon père était déçu de moi. Il s'avère qu'il me protégeait de quelque chose qu'il n'était pas sûr que je puisse gérer. Et maintenant, vous devez décider s'il avait raison. » Ils retournèrent ensemble dans le hangar, où Léo photographiait des pages du journal avec une attention méticuleuse. Le docteur Moreau examina les entrées avec un intérêt professionnel, hochant parfois la tête ou prenant des notes. « Votre père a fait partie de quelque chose de remarquable, dit-elle. Ce journal documente l'un des efforts de préservation d'aéronefs les plus significatifs de l'histoire de l'aviation. Ces avions représentent une technologie qui avait des décennies d'avance sur son temps. Conçus pour des missions qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Quel genre de mission? Évacuation médicale des zones sinistrées. Livraison de fournitures à des populations isolées, réponse rapide aux crises humanitaires. Les Nighthawks peuvent atterrir sur des pistes non pavées, opérer par temps extrême et couvrir des distances qui nécessiteraient plusieurs escales de ravitaillement pour les avions conventionnels. Stéphane pensa aux récentes catastrophes naturelles, aux crises de réfugiés, aux urgences médicales dans des zones reculées où l'aide conventionnelle était arrivée trop tard pour sauver des vies. Les avions que son père avait préservés n'étaient pas seulement des artefacts historiques. C'étaient des outils qui pouvaient encore servir leur objectif humanitaire initial. Mais le gouvernement les veut, dit Léo. Certaines personnes au sein du gouvernement les veulent, corrigea le docteur Moreau. D'autres ont soutenu discrètement les efforts de préservation de votre père pendant des décennies. Les transmissions radio que vous avez interceptées suggèrent un intérêt officiel continu pour le maintien des avions plutôt que pour leur récupération. Cet après-midi-là, ils reçurent un visiteur inattendu. Le colonel Pierre Laval, à la retraite, arriva dans une voiture civile et en vêtements civils, mais sa prestance et sa manière ne laissaient aucun doute sur son passé militaire. C'était un homme grand, d'environ 70 ans, avec des cheveux gris acier et des yeux qui semblaient tout évaluer tactiquement. « Stéphane Dubois, dit-il en tendant la main. J'ai servi avec votre père. J'attendais cet appel depuis des années. Vous saviez que papa allait me laisser les avions?
Jean a toujours été clair sur ses intentions. Il croyait que les Nighthawks devaient rester dans sa famille, des gens qui comprenaient la différence entre préserver quelque chose d'important et l'exploiter à des fins personnelles. Le colonel Laval fit le tour de l'avion partiellement découvert avec la familiarité de quelqu'un qui avait passé des années à travailler avec une technologie similaire. Sa présence semblait valider tout ce que Stéphane avait appris sur la vie cachée de son père. Ces avions étaient ma responsabilité à l'origine, expliqua Laval. Quand les vents politiques ont tourné et que l'annulation est devenue inévitable, nous avions le choix. Détruire une technologie irremplaçable ou trouver un moyen de la préserver pour un usage humanitaire futur. Jean s'est porté volontaire pour les entretenir indéfiniment. Sans autorisation officielle. Avec une autorisation non officielle très prudente, du genre qui permet un déni plausible si des questions sont posées, mais garantit que les avions restent disponibles s'ils sont un jour nécessaires à des fins légitimes. Stéphane sentit la complexité de son héritage s'approfondir. Son père n'avait pas seulement caché des avions, il avait fait partie d'un réseau de personnel militaire et civil qui avait choisi la conscience plutôt que la bureaucratie, la préservation plutôt que la politique. Que veut vraiment l'agent de Perrin ? Demanda Stéphane. Valérie Perrin représente des gens qui croient que ces avions sont trop dangereux pour rester entre des mains civiles. Ils n'ont pas tort sur les préoccupations de sécurité, mais ils passent à côté de la situation d'ensemble concernant les applications humanitaires. Et que représentez-vous ? Le colonel Laval sourit pour la première fois depuis son arrivée. Je représente des gens qui croient que votre père a fait le bon choix il y a 37 ans et que vous êtes capable de faire le bon choix maintenant. Alors que le soir approchait, Stéphane réalisa que l'isolement confortable des dernières semaines prenait fin. La nouvelle se répandait au sujet des avions, attirant l'attention de multiples directions, certaines bienvenues, d'autres potentiellement dangereuses. Le temps de la découverte tranquille et du rapprochement familial cédait la place à des décisions qui affecteraient non seulement son propre avenir, mais aussi l'héritage que son père était mort en protégeant. « Que feriez-vous » demanda-t-il au colonel. Ce que Jean a fait. Protéger quelque chose d'important jusqu'à ce que le bon moment vienne pour l'utiliser correctement. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré, Stéphane s'assit seul dans le hangar, lisant le journal de son père à la lueur d'une lampe. Les entrées de la dernière année de Jean révélaient un homme en paix avec ses choix, mais préoccupé par l'avenir. Stéphane devra décider ce que ces avions signifient pour lui, avait écrit Jean quelques mois seulement avant sa mort. Je lui ai donné les outils et la vérité. Maintenant, il doit choisir de porter le fardeau ou de trouver un meilleur chemin que je n'ai pas pu voir. Le fardeau était réel, réalisa Stéphane. Mais l'opportunité aussi, la chance d'honorer le sacrifice de son père tout en créant quelque chose qui pourrait servir des gens qui avaient besoin d'aide dans un monde qui générait encore beaucoup de crises humanitaires. Pour la première fois depuis qu'il avait hérité du hangar, Stéphane commença à envisager un avenir qui allait au-delà du simple maintien du secret de son père. La mallette de l'agent de Perrin contenait du matériel de surveillance qui avait surveillé le hangar pendant des mois, enregistrant chaque conversation, documentant chaque visiteur, constituant un dossier complet sur les activités de Stéphane depuis qu'il avait hérité de la propriété. Mais ce ne fut pas la révélation choquante qui changea tout ce que Stéphane pensait comprendre de sa situation. Le vrai rebondissement eut lieu lorsque Perrin ouvrit son ordinateur portable et lui montra des images satellites du hangar prises juste 2 semaines après les funérailles de Jean. « Nous surveillons cette installation en permanence, dit-elle, sont-on plus apologétiques que menaçants. La mort de votre père a déclenché des protocoles de surveillance automatique que nous ne pouvions pas arrêter sans soulever des questions auxquelles nous n'étions pas prêts à répondre. » Stéphane étudia les images haute résolution le montrant, lui et Léo, explorant le hangar. Le docteur Moreau examinant les avions, la visite du colonel Laval. Le niveau de détail était troublant. Il pouvait lire les plaques d'immatriculation, identifier les visages, probablement lire sur les lèvres les conversations. Donc, vous savez tout ce que nous avons découvert. Nous en savons plus que ça, monsieur Dubois. Nous savons que votre père possède légalement ces avions, et nous savons que vous avez hérité de cette propriété légale avec tous les droits et responsabilités associés. Léo leva brusquement les yeux. Que voulez-vous dire par possède légalement ? Je pensais que le gouvernement essayait de les récupérer. L'agent de Perrin ferma son ordinateur portable et se renversa sur sa chaise. C'est ce que mes supérieurs croyaient jusqu'à ce que nous examinions la documentation originale. Votre grand-père n'a pas préservé des biens volés au gouvernement. Il a acheté ces avions par des canaux légitimes de contractants de la défense lorsque l'armée a décidé de vendre plutôt que de détruire.
Le hangar sembla tourner autour de Stéphane alors que les implications s'imposaient. Papa les a achetés? En 1987, le ministère de la Défense a fait un choix, dépenser des millions pour détruire des prototypes avancés ou récupérer une partie de l'investissement en les vendant à des acheteurs qualifiés sous des conditions strictes. Votre père, avec son habilitation de sécurité et son expertise technique, était l'acheteur idéal. L'agent de Perrin sortit un épais dossier de sa mallette, révélant des documents qui racontaient une histoire complètement différente de celle que Stéphane avait construite à partir de fragments et de suppositions. La vente était légale, entièrement documentée, et incluait des dispositions spécifiques pour un entretien continu et un rachat potentiel par le gouvernement dans certaines circonstances. Votre père a payé 3,2 millions d'euros pour les 2 avions et s'est engagé à les maintenir en état de fonctionnement indéfiniment. 3 millions? La voix de Stéphane était à peine un murmure. Où papa a-t-il trouvé 3 millions? C'est là que ça devient intéressant. L'achat a été financé par un fonds fiduciaire créé par du personnel militaire et des contractants de la défense qui croyaient que les avions devaient être préservés pour un usage humanitaire futur. Votre père a servi de gardien, mais les avions appartenaient collectivement à des personnes qui partageaient sa vision. Le docteur Moreau étudiait la documentation avec une excitation évidente. C'est sans précédent. Une fiducie de préservation civile pour des prototypes militaires classifiés. Les avions valent considérablement plus maintenant, poursuivit l'agent de Perrin. Des estimations prudentes placent leur valeur à 90 millions d'euros, mais des évaluations récentes suggèrent qu'ils pourraient rapporter 111 millions aux enchères en raison de leur importance historique et de leur technologie avancée. Stéphane se sentit pris de vertige. 111 millions d'euros. Mais voici la partie cruciale, dit Perrin en produisant une autre série de documents. L'accord de fiducie inclut des dispositions pour que les avions soient donnés à des musées ou des institutions éducatives approuvées, les membres de la fiducie recevant des avantages fiscaux plutôt qu'un paiement direct. Le testament de votre père active ces dispositions et vous désigne comme le seul décideur concernant l'avenir des avions. Donc je pourrais les vendre? Vous pourriez, mais l'accord de fiducie encourage fortement le don à des fins éducatives ou humanitaires, et les implications fiscales d'une vente seraient importantes. Léo lisait les documents, son expression passant de la confusion à l'étonnement. Papa, ces papiers disent que tu as le contrôle total sur des avions d'une valeur de plus de 100 millions, et grand-père a tout arrangé pour que les données soient en fait plus rentables que de les vendre. La brillante simplicité du plan de Jean commençait à devenir claire. Il avait passé des décennies à entretenir des avions qui ne pouvaient officiellement pas exister, financés par des gens qui croyaient en leur potentiel humanitaire, positionnés de sorte que son fils hériterait non seulement d'actifs de valeur, mais aussi d'un choix significatif sur la façon de les utiliser. Il y a une dernière chose, dit l'agent de Perrin presque à contre-cœur. La surveillance que nous avons menée n'était pas seulement à des fins de sécurité. Nous avons documenté votre caractère, votre processus de prise de décision, votre relation avec votre fils. L'accord de fiducie exige qu'avant le transfert final de propriété, une évaluation soit faite de votre aptitude en tant que gardien de ces actifs. Vous m'avez testé. Votre père l'a demandé. Il voulait s'assurer que son fils aborderait cette responsabilité avec la même intégrité qu'il avait montrée pendant 37 ans. Stéphane regarda autour du hangar, les avions que son père avait préservés, l'atelier où Jean avait travaillé en secret, les preuves d'une vie passée à protéger quelque chose de plus grand que l'intérêt personnel. Et quelle est votre évaluation? L'agent de Perrin sourit pour la première fois depuis son arrivée. Vous avez réussi, monsieur Dubois. La recommandation sera que vous êtes pleinement qualifié pour hériter à la fois de la propriété légale et de la responsabilité morale que votre père portait. Mais ce n'est pas la fin, continua TL. D'autres parties s'intéressent à ces avions. Un contractant militaire privé a déposé des recours juridiques arguant que la vente originale était invalide et qu'ils ont des droits de récupération sur les biens gouvernementaux abandonnés. L'attention des médias commence à se concentrer sur l'histoire. Vous êtes sur le point de devenir le centre d'un litige très public sur des actifs très précieux. Stéphane sentit le sol se dérober à nouveau sous lui. Il était passé de l'héritage d'une propriété sans valeur à la découverte d'avions inestimables, à l'apprentissage qu'il les possédait légalement, à faire face à des défis juridiques de multiples directions. Quel genre de défis juridiques? North Corp Industries prétend avoir des contrats pour récupérer et éliminer les projets militaires annulés. Ils soutiennent que l'achat de votre père n'était pas autorisé et que les avions devraient leur être transférés pour une élimination appropriée. Élimination? La voix du docteur Moreau était sèche.
Ces avions sont des artefacts historiques irremplaçables. North Corp n'est pas intéressé par la préservation historique. Ils veulent faire de la rétro-ingénierie sur la technologie pour de nouveaux contrats militaires. Ils offrent des sommes importantes à quiconque peut les aider à obtenir un accès légal aux avions. La menace était claire. Stéphane n'héritait pas seulement d'une propriété de valeur. Il héritait d'un combat pour une technologie que des intérêts puissants voulaient contrôler à des fins qui n'avaient rien à voir avec la vision humanitaire de son père. Que me recommandez-vous de faire? L'agent de Perrin rangea soigneusement ses documents avant de répondre. Combattez-les. Votre père a passé 37 ans à protéger ses avions exactement de ce genre d'exploitation. La documentation légale soutient votre propriété. L'accord de fiducie offre des avantages financiers pour un don approprié et l'opinion publique favorisera la préservation plutôt que l'acquisition par une entreprise. Mais je me battrai contre le gouvernement et un grand contractant de la défense. Vous vous battriez contre certaines personnes au sein du gouvernement et un contractant de la défense. Mais vous auriez aussi le soutien de gens qui attendent depuis des décennies le bon moment pour voir ces avions servir leur objectif prévu. Après le départ de Perrin, Stéphane s'assit dans l'obscurité grandissante du hangar, entouré de l'œuvre de la vie de son père, et confronté à une décision qui définirait son propre héritage. Le fantasme confortable de la simple propriété avait disparu, remplacé par la réalité de revendications concurrentes et d'un examen public. Mais les entrées du journal lui avaient montré quelque chose d'important sur le caractère de son père. Jean Dubois n'avait jamais choisi la voie facile lorsque le principe était en jeu. Il avait passé 37 ans à prouver que des gens ordinaires pouvaient se voir confier des responsabilités extraordinaires. C'était maintenant au tour de Stéphane de prouver qu'il était digne de cette confiance. Les spécifications techniques complètes de l'avion révélèrent une technologie si avancée que le docteur Moreau la qualifia de « 30 ans en avance sur son temps ». Même aujourd'hui. Stéphane étala les plans sur plusieurs tables dans le hangar, lesté d'outils pour les empêcher de s'enrouler, créant une bibliothèque technique qui documentait chaque système, chaque capacité, chaque innovation qui rendait les Nighthawks extraordinaires. Les spécifications révélaient des avions conçus avec une efficacité révolutionnaire. Des matériaux composites avancés offraient une résistance pour la moitié du poids des conceptions conventionnelles. Des systèmes de propulsion hybride combinaient des moteurs à réaction avec des moteurs électriques pour un fonctionnement silencieux pendant les phases critiques de la mission. Les systèmes de navigation incluaient une intégration GPS qui était expérimentale lorsque la plupart des avions se fiaient encore aux balises radio. Le plus impressionnant étaient les modifications pour missions humanitaires que Jean avait continué à développer au fil des décennies. Des conversions en bail médical qui pouvaient transformer l'avion en ambulance volante. Des configurations de soutes optimisées pour les fournitures de secours en cas de catastrophe, des systèmes de communication qui pouvaient établir des réseaux d'urgence dans des zones où l'infrastructure avait échoué. Regardez ces données sur le rendement énergétique, dit le docteur Moreau en montrant des graphiques de performance. Ces avions peuvent atteindre n'importe quel endroit dans le monde avec une seule escale de ravitaillement, transportant des charges utiles qui nécessiteraient plusieurs vols pour les avions conventionnels. Stéphane traça les dessins techniques avec une nouvelle appréciation pour l'expertise de son père. Jean n'avait pas seulement entretenu ces avions, il les avait améliorés, adaptant les systèmes pour des profils de mission qui allaient bien au-delà de leurs spécifications originales. La préparation juridique avait été intense. L'avocate de Stéphane, recommandée par le colonel Laval, était une femme nommée maître Sophie Lambert, spécialisée dans les contrats gouvernementaux et les litiges sur les actifs militaires. Elle avait passé 2 semaines à examiner chaque document, chaque contrat, chaque pièce de correspondance qui établissait la position juridique de Stéphane. « Votre père a été exceptionnellement méticuleux », avait-elle dit à Stéphane lors de leur dernière réunion de préparation. La documentation est blindée. Vous possédez ces avions sans aucune restriction, au-delà des obligations morales décrites dans l'accord de fiducie. Et les revendications de North Corp? Juridiquement infondées. Ils espèrent vous pousser à un règlement en rendant le litige coûteux et public, mais les faits sont de votre côté. L'audience était prévue pour le lundi suivant au tribunal de grande instance, présidé par la juge Geneviève Martin. Martin avait une réputation d'équité et de rigueur, mais aussi d'impatience avec les affaires qui lui faisaient perdre son temps. Stéphane aurait une seule occasion de présenter son cas clairement et de manière convaincante. Pendant ce temps, l'attention du public grandissait d'une manière qui surprit toutes les personnes impliquées. Les nouvelles locales avaient repris l'histoire, la présentant comme une bataille de David contre Goliath entre un père de la classe ouvrière et des intérêts corporatifs essayant de réclamer son héritage.
des passionnés d'aviation de tout le pays suivaient les développements en ligne, beaucoup exprimant leur soutien à la préservation des avions en tant qu'artefacts historiques plutôt que de les laisser disparaître dans des programmes de recherche d'entreprise. Léo était devenu de manière inattendue central dans la stratégie médiatique, son enthousiasme authentique pour l'histoire des avions et leur potentiel humanitaire fournissant des extraits sonores convaincants pour les reportages. En regardant son fils parler avec passion de l'héritage de son grand-père et de l'importance de préserver la technologie pour un usage humanitaire, Stéphane ressentit une fierté qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les victoires juridiques. Ce que les gens ne comprennent pas, dit Léo à un journaliste, c'est que mon grand-père ne thésaurisait pas ses avions. Il les protégeait. Il y a une différence entre garder quelque chose pour soi et garder quelque chose en sécurité pour quand on en a besoin. Monique avait surpris Stéphane en devenant l'une de ses plus ferventes partisanes. Après avoir vu les avions et compris leur importance historique, elle avait organisé les membres de la famille pour assister à l'audience et avait même contacté des musées de l'aviation pour discuter de partenariats potentiels. « Je suis désolé d'avoir qualifié le hangar de papa de sans valeur », avait-elle dit lors d'un dîner de famille le week-end avant l'audience. J'aurais dû lui faire confiance, il n'aurait pas gâché sa vie pour quelque chose d'insignifiant. L'unité familiale semblait fragile mais authentique, construite sur la reconnaissance partagée que le secret de Jean valait la peine d'être gardé et valait maintenant la peine d'être protégé. Le docteur Moreau avait rassemblé une collection impressionnante de témoins experts, des historiens de l'aviation, des spécialistes de l'aide humanitaire et d'anciens militaires qui pouvaient témoigner des capacités uniques et de l'importance historique des avions. Elle avait également préparé une documentation approfondie montrant comment les Nighthawks pourraient être intégrés dans les opérations de secours en cas de catastrophe existante s'ils étaient correctement entretenus et exploités. L'argument clé, avait-elle expliqué à Stéphane, est que ces avions représentent une technologie irremplaçable qui pourrait sauver des vies si elle était utilisée à des fins humanitaires prévues. North Corp veut les étudier pour des applications militaires, mais vous proposez de les préserver pour un usage humanitaire civil. Le colonel Laval avait travaillé en coulisses pour s'assurer que le personnel militaire approprié serait disponible pour témoigner sur les paramètres de mission originaux des avions et la légitimité de l'arrangement de garde de Jean. Ces relations au sein de l'establishment de la défense avaient produit un niveau de soutien surprenant pour la position de Stéphane. Plus de gens connaissaient le travail de votre père qu'ils ne le réalisaient, avait dit Laval à Stéphane. Les applications humanitaires ont toujours été la vraie priorité pour ceux d'entre nous qui ont soutenu le programme de préservation. La nuit précédant l'audience, Stéphane traversa le hangar une dernière fois, vérifiant les systèmes que son père avait entretenus et pensant à la responsabilité qu'il était sur le point d'accepter publiquement. L'audience de demain déterminerait s'il pourrait continuer le travail de Jean ou si les avions disparaîtraient dans des programmes de recherche d'entreprises qui n'avaient aucun intérêt pour leur potentiel humanitaire. Mais la décision semblait claire maintenant, en regardant les avions élégants qui représentaient l'œuvre de la vie de son père, l'atelier où Jean avait travaillé en secret pendant des décennies, la documentation prouvant que la préservation avait toujours été au service des autres plutôt que du gain personnel. Stéphane savait quel choix son père aurait voulu qu'il fasse. Les avions valaient une fortune, mais leur valeur transcendait l'argent. Ils représentaient l'espoir pour les personnes en crise, une technologie qui pouvait atteindre des endroits où d'autres avions ne pouvaient pas aller, des capacités qui pouvaient sauver des vies dans des situations où l'aide conventionnelle arrivait trop tard. Jean Dubois avait passé 37 ans à protéger ce potentiel. Stéphane avait l'intention de passer les années qui lui restaient à le réaliser. Son téléphone vibra avec un texto de Léo. « Papa, quoi qu'il arrive demain, je suis fier de ce que tu fais. Grand-père le serait aussi. » Stéphane sourit, rangeant le téléphone et éteignant les lumières du hangar. Pour la première fois depuis des années, il se sentait exactement à sa place, faisant exactement ce qu'il était censé faire. Demain déterminerait s'il pourrait continuer la mission de son père ou si les avions seraient perdus au profit d'intérêts qui n'avaient aucun lien avec leur objectif humanitaire. Mais ce soir, dans le hangar silencieux où Jean avait travaillé seul pendant tant d'années, Stéphane sentit la présence de l'approbation de son père et la fierté de son fils. Quelle que soit la décision du tribunal, la famille Dubois avait enfin retrouvé le chemin des valeurs qui comptaient. L'intégrité, le service et le courage de protéger quelque chose d'important même quand personne ne regardait. La dernière lettre de Jean sortit de sa cachette dans le cockpit de l'avion, comme un message d'outre-tombe, découverte seulement lorsque Stéphane décida de nettoyer les compartiments intérieurs le matin de l'audience au tribunal. Caché derrière un panneau d'accès qui nécessitait des outils spécifiques pour s'ouvrir, l'enveloppe était marquée, pour Stéphane, le moment venu, de l'écriture reconnaissable de son père. Les mains de Stéphane tremblaient en l'ouvrant, conscient que Maître Lambert consultait sa montre et que le tribunal les attendait dans 2 heures.
Mon cher fils, commençait la lettre. Si tu lis ceci, alors le moment que j'ai préparé est enfin arrivé. Tu fais maintenant face au choix que j'ai porté pendant 37 ans, préserver quelque chose d'important ou le livrer à des forces qui l'utiliseraient à des fins bien éloignées de sa mission prévue. La lettre continuait avec des explications qui comblaient des lacunes que Stéphane ne savait même pas exister. Jean décrivait la mission de conception originale de l'avion, livraison rapide d'aide médicale aux zones sinistrées, évacuation du personnel blessé des zones hostiles, approvisionnement des populations isolées que les avions conventionnels ne pouvaient pas atteindre en toute sécurité. Ces avions auraient pu sauver des milliers de vies lors de catastrophes naturelles, de crises de réfugiés et d'urgences humanitaires, avait écrit Jean. Mais des préoccupations politiques concernant leurs applications militaires potentielles ont conduit à leur annulation avant qu'ils ne puissent prouver leur valeur à des fins pacifiques. La lettre révélait que l'achat des avions par Jean avait été coordonné avec un réseau d'officiers militaires, de contractants de la défense et d'organisations humanitaires qui croyaient que la technologie était trop précieuse pour être détruite. Le financement provenait de personnes prêtes à investir leur propre argent pour préserver des capacités que les gouvernements étaient trop politiquement prudents pour maintenir officiellement. J'ai passé toute ta vie à protéger ces avions parce que je croyais qu'un jour le climat politique changerait suffisamment pour permettre leur utilisation humanitaire. Je ne pouvais pas t'impliquer dans ce secret car le fardeau de le garder aurait façonné ta vie comme il a façonné la mienne. Mais maintenant, le choix t'appartient. Stéphane lut le dernier paragraphe 2 fois, la gorge serrée par l'émotion. Fils, je t'ai vu lutter avec le sentiment de n'avoir jamais été à la hauteur d'une certaine norme que j'avais fixée. La vérité est que tu as toujours dépassé toutes les normes qui comptaient pour moi. Ta gentillesse, ton intégrité, ton amour pour ta famille. Ce sont les qualités qui te qualifient pour hériter de cette responsabilité. Choisis en fonction de ce qui aidera le plus de gens, pas de ce qui rapportera le plus d'argent. Choisis en fonction de l'homme que tu es, pas de l'homme que tu penses que je voulais que tu sois. La lettre était signée simplement « Papa », suivie d'un post-scriptum. J'ai tout arrangé pour que les avions soient exposés publiquement si c'est la voie que tu choisis. Toute la documentation nécessaire se trouve dans le dossier rouge derrière mon bureau. Je suis fier de toi, peu importe ce que tu décides. Stéphane trouva le dossier rouge exactement où la lettre l'indiquait, rempli de plans détaillés pour convertir le hangar en un musée public de l'aviation et un centre de formation pour missions humanitaires. Jean avait passé des années à développer des propositions, des dessins d'architectes et des projections financières pour transformer son projet de préservation secret en une installation éducative qui pourrait servir le public tout en maintenant la capacité de mission humanitaire de l'avion. Il a pensé à tout, dit Léo en lisant les plans du musée. Regarde ça, des centres d'accueil, des programmes éducatifs, des installations de formation pour le personnel de secours en cas de catastrophe. Il voulait que ces avions enseignent aux gens l'aviation humanitaire. Le tribunal de grande instance était imposant, tout en colonnes de marbre et en procédure formelle qui donnait à Stéphane l'impression d'être mal habillé malgré son meilleur costume. La juge Martin était une femme sévère d'une 60aine d'années qui écoutait les plaidoiries d'ouverture avec l'attention concentrée de quelqu'un habitué à trancher dans la complexité juridique pour atteindre les faits essentiels. L'avocat de North Corp, un homme élégant nommé Maître Rousseau, affirma que l'achat de Jean avait été irrégulier, que la technologie militaire classifiée ne devrait pas rester entre des mains civiles et que la sécurité nationale exigeait le transfert des avions à des gardiens d'entreprise qualifiés qui pourraient assurer une manipulation appropriée. Ce ne sont pas des pièces de musée, insista Rousseau. Ce sont des actifs militaires avancés avec une technologie qui pourrait être dangereuse si elle est mal comprise ou mal gérée par du personnel non qualifié. Maître Lambert contre-attaqua avec la documentation prouvant la légitimité de la propriété de Jean et le soutien continu qu'il avait reçu des autorités militaires et civiles. Elle souligna la mission de conception humanitaire de l'avion et les dispositions de l'accord de fiducie pour un usage éducatif. M. Dubois a hérité non seulement d'avions, mais d'un engagement de 37 ans à préserver la technologie à des fins pacifiques. La gestion prudente de son père prouve que la garde civile peut être à la fois sûre et bénéfique. La juge Martin examina la lettre de Jean et les plans du musée avec un intérêt évident. Monsieur Dubois, cette documentation suggère que votre père destinait ses avions à une exposition éducative publique. Est-ce également votre intention? Stéphane se leva, sentant le poids de la confiance de son père et les attentes de son fils. Madame la juge, mon père a passé 37 ans à protéger des avions qui ont été conçus pour sauver des vies. J'ai l'intention d'honorer cet engagement en veillant à ce qu'ils restent disponibles pour leur mission humanitaire originale tout en servant de ressources éducatives sur l'intersection de la technologie de pointe et du service humanitaire.
Les mots semblaient justes alors qu'il les prononçait, capturant à la fois la vision de Jean et la propre compréhension croissante de Stéphane de ce que les avions représentaient. La pétition publique arriva comme une avalanche de soutien que personne n'avait attendu. Pendant que les avocats débattaient des subtilités juridiques, la communauté s'était organisée autour d'un principe simple, les avions appartenaient au public, servant des objectifs éducatifs et humanitaires plutôt que le profit des entreprises. Le docteur Moreau lut le résumé de la pétition à une salle d'audience comble. 17 000 signatures de passionnés d'aviation, d'éducateurs, d'anciens combattants et de membres de la communauté soutenant la création du Centre du patrimoine aéronautique Jean Dubois. Des soutiens de 12 grands musées, de 6 organisations humanitaires et d'associations d'anciens combattants. La juge Martin écouta les témoins témoigner de l'importance historique et du potentiel humanitaire de l'avion. Le colonel Laval, portant son uniforme de cérémonie pour l'occasion, parla des paramètres de la mission originale et du réseau de personnel militaire qui avait soutenu les efforts de préservation de Jean. Ces avions représentent le meilleur de l'innovation militaire, une technologie conçue pour servir l'humanité plutôt que pour la détruire, témoigna Laval. Le sergent Dubois a compris cette distinction et a passé sa vie à la protéger. Mais ce fut le témoignage de Léo qui sembla le plus émouvoir la juge. Stéphane regarda son fils parler avec une maturité et une passion qui transformèrent l'adolescent maussade en un jeune homme avec un but et une conviction. « Madame la juge, mon grand-père est mort sans jamais nous parler du travail le plus important de sa vie parce qu'il protégeait quelque chose de plus grand que sa propre reconnaissance. Il m'a appris que la vraie force n'est pas de garder les choses pour soi. C'est de prendre soin des choses qui comptent pour les autres. » Léo fit une pause, regardant directement la juge. Ces avions ont été conçus pour aider les gens en crise. Mon grand-père les a gardés en sécurité pendant 37 ans pour qu'ils puissent servir cet objectif un jour. Mon père veut honorer cette mission en s'assurant que les avions restent disponibles pour un usage humanitaire tout en enseignant aux gens l'histoire de l'aviation et du service. La salle d'audience était silencieuse alors que Léo continuait. North Corp veut les démonter pour construire de nouvelles armes. Nous voulons les préserver pour qu'ils puissent continuer à servir la mission pour laquelle ils ont toujours été destinés. Je pense que mon grand-père voudrait que les gens apprennent de son exemple de placer le service au-dessus du profit. Les questions de la juge Martin se concentrèrent sur des préoccupations pratiques concernant la sécurité, la maintenance et l'accès public. Stéphane répondit honnêtement sur ses plans de travailler avec le docteur Moreau et le colonel Laval pour établir une surveillance appropriée, maintenir les avions aux normes opérationnelles et s'assurer que l'accès public ne compromette pas la sécurité ou la préservation historique. Les avions resteront capables de servir des missions humanitaires si une autorisation appropriée est un jour accordée, expliqua Stéphane. Mais ils éduqueront également les visiteurs sur l'histoire de la technologie aéronautique de pointe et les personnes qui ont consacré leur vie à la développer à des fins pacifiques. L'avocat de North Corp fit une dernière plaidoirie basée sur des préoccupations de sécurité nationale et la complexité de maintenir une technologie classifiée dans des installations civiles. Mais lorsque la juge Martin demanda des exemples spécifiques de risques de sécurité, les réponses de Rousseau semblèrent théoriques plutôt que factuelles. Les avions ont été entretenus en toute sécurité sous garde civile pendant près de 4 décennies, souligna Maître Lambert. La proposition de M. Dubois inclut des mesures de sécurité renforcées, une surveillance professionnelle et une coopération continue avec les agences gouvernementales appropriées. La délibération de la juge dura 3 heures. Stéphane passa ce temps à la cafétéria du tribunal avec Léo, le docteur Moreau et une foule croissante de sympathisants qui avaient fait le trajet de toute la région pour assister à l'audience. Des anciens combattants qui avaient servi avec Jean partagèrent des histoires sur son caractère et son expertise. Des passionnés d'aviation discutèrent des innovations techniques et de l'importance historique des avions. Monique arriva avec d'autres membres de la famille, ayant organisé des covoiturages et pris des jours de congé pour montrer leur soutien. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à comprendre ce que papa faisait, dit-elle à Stéphane. Mais je comprends maintenant pourquoi c'est important. » Lorsque la juge Martin retourna dans la salle d'audience, son expression était sérieuse mais pas sombre. Elle s'adressa directement à Stéphane en rendant son jugement. « Monsieur Dubois, le tribunal estime que la propriété de ces avions par votre père était légitime, correctement documentée et menée avec une surveillance gouvernementale appropriée. Les dispositions de l'accord de fiducie sont contraignantes et favorisent clairement un usage éducatif et humanitaire par rapport à l'exploitation commerciale. » Le soulagement inonda Stéphane, suivi immédiatement par la reconnaissance que la victoire apportait ses propres énormes responsabilités. Cependant, continua la juge, cette décision est assortie de conditions spécifiques.
Les avions doivent être entretenus selon les normes muséales avec des mesures de sécurité appropriées. L'accès public doit être géré par des programmes éducatifs qualifiés. Toute utilisation opérationnelle future doit être approuvée par les canaux militaires ou humanitaires appropriés. Les revendications de North Corp sont rejetées comme étant juridiquement insuffisantes. Les avions et tout le matériel associé restent la propriété de Stéphane Dubois, à administrer selon les dispositions de l'accord de fiducie et les intentions documentées de son père. La salle d'audience éclata en applaudissements de la part des sympathisants tandis que l'équipe juridique de North Corp rangeait son matériel avec une frustration évidente. Rousseau s'approcha de Stéphane alors que les gens célébraient autour d'eux. « Ce n'est pas fini, Dubois. Ces avions valent trop pour rester indéfiniment entre des mains d'amateurs. » Mais le colonel Laval s'interposait déjà pour contrer la menace, sa présence rappelant à tous que le réseau de soutien de Stéphane comprenait des personnes ayant à la fois une autorité légale et un engagement personnel à protéger l'héritage de Jean. En fait, maître Rousseau, c'est fini. Le tribunal a statué, la documentation est claire, et les avions sont exactement là où ils doivent être, entre les mains de personnes qui comprennent leur véritable valeur. En quittant le tribunal, Stéphane sentit le poids de la victoire et de la responsabilité à parts égales. Il avait gagné le droit légal de continuer le travail de son père, mais maintenant il devait se montrer digne de la confiance que Jean lui avait accordée 37 ans plus tôt. Le Centre du patrimoine aéronautique Jean Dubois ouvrit ses portes 6 mois après la décision du tribunal, transformant le hangar secret en un phare d'éducation et de souvenirs qui honorait à la fois le service de son père et les avions qu'il avait protégés pendant près de 4 décennies. Stéphane se tenait devant l'entrée le jour de l'ouverture, portant le badge de directeur du musée qui semblait encore surréaliste, regardant les familles et les passionnés d'aviation affluer par des portes qui avaient été scellées dans le secret pendant si longtemps. Le document de charte officielle, encadré et monté juste à l'intérieur de l'entrée, représentait l'aboutissement de mois de planification, de collecte de fonds et de préparation minutieuse. La transformation avait été remarquable. Des concepteurs d'expositions professionnelles avaient créé des présentations qui racontaient l'histoire du projet Nighthawk tout en respectant ses origines classifiées, en se concentrant sur les paramètres de la mission humanitaire et le dévouement du personnel qui avait cru au potentiel de la technologie pour servir l'humanité. Des stations interactives permettaient aux visiteurs d'explorer les systèmes de l'avion, d'en apprendre davantage sur les opérations de secours en cas de catastrophe et de comprendre les innovations techniques qui rendaient l'aviation humanitaire possible. Les avions eux-mêmes restaient la pièce maîtresse, positionnés pour permettre un examen attentif tout en préservant leur intégrité opérationnelle. Des panneaux détaillés expliquaient leur capacité, leur histoire et leur disponibilité continue pour des missions humanitaires si une autorisation appropriée était un jour accordée. Léo était devenu le guide le plus efficace du musée. Son enthousiasme authentique et sa connaissance approfondie de l'histoire de l'avion le rendaient populaire auprès des visiteurs de tous âges. Stéphane regarda son fils expliquer les systèmes de rendement énergétique à un groupe d'étudiants en ingénierie, parlant avec une confiance et une expertise qui auraient rendu Jean fier. Le système de propulsion hybride permet à ces avions d'opérer silencieusement pendant les phases critiques de la mission, disait Léo. Imaginez pouvoir livrer des fournitures médicales à une zone sinistrée sans alerter les forces hostiles de l'opération ou évacuer du personnel blessé sans compromettre leur emplacement. Le docteur Moreau servait de conservatrice en chef, assurant l'exactitude historique tout en développant des programmes éducatifs qui reliaient l'histoire de l'avion à des thèmes plus larges d'innovation, de service et de courage moral. Son expertise avait été cruciale pour établir la crédibilité du musée auprès des institutions académiques et des agences gouvernementales. Ce que Jean Dubois a accompli, dit-elle aux visiteurs lors de la cérémonie d'ouverture, c'est la préservation d'une technologie irremplaçable par le sacrifice personnel et un engagement inébranlable. Ce musée honore non seulement des avions, mais le principe que certaines choses sont trop importantes pour être perdues à cause de l'opportunisme politique. Monique avait surpris tout le monde en acceptant un poste au conseil d'administration du musée, apportant des compétences commerciales et des relations communautaires qui se révélèrent inestimables pour établir le centre comme une institution culturelle respectée. Sa transformation de sceptique en avocate représentait la guérison familiale plus large que les avions avaient en quelque sorte facilitée. « J'ai passé des années à ne pas comprendre ce que notre père faisait », dit-elle à un journaliste. Maintenant, je vois qu'il nous enseignait la responsabilité, l'engagement et le courage de protéger les choses qui comptent même quand personne d'autre ne comprend leur importance. Le colonel Laval venait régulièrement, amenant souvent d'autres anciens combattants qui avaient servi avec Jean ou travaillé sur des projets similaires. Leurs histoires ajoutaient des couches au récit du musée, reliant les avions à l'histoire plus large du personnel militaire qui avait choisi le service plutôt que la reconnaissance,
l'accomplissement de la mission plutôt que l'avancement de carrière. Les applications humanitaires s'étaient révélées plus pertinentes que quiconque ne l'avait prévu. Quelques mois après l'ouverture, le musée accueillait des programmes de formation pour les organisations de secours en cas de catastrophe, utilisant les capacités de l'avion pour enseigner aux coordinateurs de sauvetage les options de déploiement rapide et les techniques d'accès aux zones reculées. Des représentants de la Croix-Rouge internationale, de Médecins sans frontières et des agences humanitaires des Nations Unies vinrent évaluer si les avions pourraient être activés pour des opérations d'urgence réelles sous une supervision internationale appropriée. Les conversations étaient préliminaires mais prometteuses, suggérant que la vision de service humanitaire de Jean pourrait finalement se réaliser. Les soirs calmes, lorsque le musée était fermé, Stéphane se retrouvait souvent seul dans le hangar, lisant le journal de son père et pensant au choix qui avait mené à ce moment. Les avions bourdonnaient doucement sous leur éclairage de maintenance, les systèmes alimentés et prêts, comme Jean les avait gardés pendant des décennies. La radio recevait toujours des transmissions de contrôle 7, mais maintenant les conversations étaient ouvertes et de soutien. Le réseau de surveillance qui avait supervisé le travail de Jean avait évolué en une ressource de consultation pour le musée, fournissant une expertise technique et des services de liaison gouvernementale qui assuraient une conformité continue avec les exigences de sécurité. Votre père serait stupéfait de ce que vous avez accompli, lui avait dit l'agent de Perrin lors d'une visite récente. Il a toujours espéré que les avions finiraient par servir leur objectif prévu, mais je ne pense pas qu'il ait imaginé qu'ils deviendraient des ressources éducatives qui inspireraient la prochaine génération de spécialistes de l'aviation humanitaire. Le succès du musée avait également apporté des récompenses personnelles inattendues. Le travail de Stéphane en tant que directeur utilisait des compétences qu'il n'avait jamais su posséder, administration, éducation, prise de parole en public et gestion de projets qui s'appuyaient sur son expérience en mécanique tout en s'étendant à des domaines que son père aurait reconnus comme du leadership. La relation avec Léo avait été complètement transformée. Travailler ensemble pour établir le musée, en apprendre davantage sur l'héritage de Jean et partager la responsabilité de préserver quelque chose d'important avait créé des liens que Stéphane n'aurait jamais cru pouvoir développer avec son fils adolescent. « Papa » dit Léo un soir alors qu'il fermait le hangar pour la nuit. « Je pense que je veux étudier l'ingénierie aéronautique, non seulement comme carrière, mais pour comprendre ce que grand-père protégeait et peut-être continuer à l'améliorer. » Stéphane sentit la continuité de l'objectif que Jean avait probablement espéré, la connaissance et l'engagement passant à la génération suivante, garantissant que le potentiel humanitaire de l'avion serait compris et finalement réalisé par des personnes qui partageaient la vision qui avait soutenu leur famille à travers des décennies de secrets. Le musée attirait des visiteurs du monde entier. Des professionnels de l'aviation qui venaient étudier les systèmes avancés de l'avion, des historiens recherchant les programmes technologiques de la guerre froide, et des familles qui voulaient simplement en apprendre davantage sur l'intersection de l'innovation et du service. Mais les visiteurs préférés de Stéphane étaient les groupes scolaires locaux. Des enfants qui écoutaient, les yeux écarquillés, des histoires sur des avions conçus pour aider les gens en crise, qui posaient des questions sur la façon dont la technologie pouvait être utilisée pour rendre le monde meilleur, qui voyaient les avions non pas comme des armes ou des pièces de musée, mais comme des outils pour servir les autres. Debout devant le hangar où son père avait travaillé en secret pendant tant d'années, regardant les avions servir leur objectif d'inspirer et d'éduquer, Stéphane comprit enfin ce que Jean avait essayé de lui enseigner depuis le début. Le succès ne se mesurait pas par la reconnaissance ou le profit, mais par la satisfaction tranquille de protéger quelque chose d'important jusqu'à ce que le bon moment vienne pour le partager avec le monde. L'héritage ne concernait pas l'accomplissement personnel, mais la création de quelque chose qui continuerait à servir les autres longtemps après la disparition des créateurs. Jean Dubois avait donné à son fils plus que des avions ou une propriété. Il lui avait donné l'opportunité de choisir le service plutôt que l'intérêt personnel, l'héritage plutôt que la gratification immédiate, et la chance d'honorer les meilleurs aspects du caractère de son père tout en créant son propre chemin. Alors que Stéphane fermait les portes du musée et rentrait chez lui retrouver Léo, il emportait avec lui la profonde satisfaction d'un travail qui comptait, de relations familiales reconstruites et d'un avenir qui honorait le passé tout en servant le présent. Les avions que son père avait protégés continueraient leur mission d'inspirer le service, d'enseigner l'innovation et de prouver que des gens ordinaires pouvaient se voir confier des responsabilités extraordinaires. Le hangar qui avait autrefois abrité des secrets abritait maintenant l'espoir. Et l'homme qui avait hérité du fardeau de son père l'avait transformé en son propre héritage de service et d'éducation.